Un bateau plus long que la tour Eiffel couché au sol, transportant près de 10 000 âmes, soit plus d'habitants que certaines îles entières des Caraïbes. Et pourtant, presque personne à bord ne soupçonne l'existence de la machine qui les maintient tous en vie. Avant de plonger sous le pont de ce monstre des mers, un petit like glissé ici m'aide énormément à continuer ce genre d'enquête, alors n'hésitez pas. Parce que derrière les toboggans aquatiques et les 20 étages de luxe pur, un équipage de 2350 personnes maîtrise quelque chose qui ressemble davantage à un sous-marin nucléaire qu'à un simple paquebot de vacances. Voici l'Icon of the Seas. 2 milliards de dollars, 250 800 tonnes, 365 mètres de long, 20 ponts de hauteur. Imaginez un immeuble de 20 étages posé sur l'eau et forcé à flotter. Et presque chaque élément à bord a été pensé pour remplir au moins 2 fonctions à la fois. Prenons un détail que 10 000 passagers croisent chaque jour sans jamais deviner qu'il empêche littéralement le pont au-dessus de leur tête de s'effondrer. Pendant 25 ans, les galeries promenades de ces navires ressemblaient à des centres commerciaux sombres et fermés. Quand les designers ont voulu pour la première fois installer des baies vitrées du sol au plafond, cette vue sur l'océan qu'on paie des millions pour obtenir dans un penthouse new-yorkais, ils se sont heurtés à un mur, littéralement. Les poutres d'acier soutenant les cabines et tout un parc végétal du 8e pont traversaient exactement cet espace. Retirez les poutres et les ponts supérieurs n'ont plus rien pour tenir. Les garder et la galerie replonge dans l'obscurité. Impasse totale. La solution frôle le génie pur. Toute la charge du dessus a été concentrée en un seul point, une immense sphère d'acier poli, habillée ensuite d'une sculpture cinétique mouvante. On l'appelle la perle. 16 mètres de hauteur, une œuvre d'art vivante vers laquelle tous les smartphones se tournent. Les passagers photographient sa beauté, sans savoir qu'au moment même où ils appuient sur le déclencheur, cette sphère retient 3 ponts entiers au-dessus de leur tête, tout en laissant enfin entrer la lumière du soleil, là où régnait l'obscurité depuis un quart de siècle. Un seul objet, 2 problèmes résolus d'un coup. Mais la perle ne sauve qu'un seul espace, et le reste du navire fait face à un défi bien plus colossal. 7600 personnes qui veulent absolument tout en même temps. Entasser autant de monde sur un seul navire sans plan, et c'est le chaos garanti. 1 heure de queue pour le buffet, des piscines sans une seule chaise longue libre, une galerie marchande bondée comme le métro aux heures de pointe. La réponse de l'Icon tient en un mot, fragmentation. 8 quartiers distincts, 8 petits mondes fermés qui dispersent la foule en groupes si réduits qu'on en oublie complètement qu'un petit village entier navigue tout autour. Sur Chill Island, 4 des 7 piscines et un bar immergé où aucun tabouret ne reste vide de midi à minuit. Sur Thrill Island, un parc aquatique, un simulateur de surf, une tyrolienne suspendue à 47 mètres au-dessus de l'océan. Surfside est pensé pour les familles avec jeunes enfants, un carrousel, une zone d'éclaboussure, une salle d'arcade et même son propre restaurant pour éviter de traîner un enfant de 5 ans à travers 8 ponts entre 2 crises de faim. Aquadome reste réservé aux adultes, avec une piscine suspendue qui semble se fondre dans l'horizon, des jacuzzis et une cabine de DJ. Voici ce qui laisse sans voix. On peut remplir chaque cabine, chaque piscine, chaque restaurant. Et le serveur du bar de Chill Island ne croisera jamais, de toute la semaine, la famille qui surfe sur les vagues artificielles d'un tout autre quartier. 7 piscines au total, plus que sur n'importe quel autre navire de l'histoire. Et pourtant, la sensation dominante reste la même chez tous les passagers ayant navigué en pleine saison, même avec 7000 invités à bord. De l'espace, de l'air, une table de restaurant disponible immédiatement. Et si cette organisation vous fascine déjà, attendez de découvrir ce qui se cache sous la coque. Parce qu'un petit commentaire ici m'aide énormément à savoir si ce genre de plongée technique vous plaît. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Restait un problème comique. Que faire de tout cet espace vide, tout en haut, au-dessus de cette débauche de luxe? Les ponts 16 et 17, en plein air, tout en haut, balayés par un vent trop violent pour s'y allonger ou y manger. Pour les ingénieurs, des mètres carrés morts, payés, mais totalement inutiles. La réponse, 6 toboggans aquatiques, dont le plus haut jamais construit sur un navire, et le tout premier toboggan à chute libre en extérieur, jamais installé en mer. Cette zone auparavant balayée par le vent est devenue en un instant l'endroit le plus photographié de tout le paquebot. L'un de ces toboggans joue même un tour particulièrement cruel. On se tient sur une plateforme transparente, le compte à rebours résonne, 3, 2, 1, et le sol disparaît littéralement sous les pieds. Mais toute cette euphorie, murs de verre, 7 piscines, jacuzzi, plus de 40 cuisines fonctionnant simultanément, dévore une quantité d'électricité colossale. Et contrairement à votre maison, ce navire ne se branche nulle part. Alors d'où vient tout ce courant? Nourrir ses moteurs relève d'un défi d'ingénierie à part entière. Il carbure au gaz naturel liquéfié, refroidi à moins 162 degrés, comprimé 600 fois par rapport au gaz classique de cuisine. 2 réservoirs cryogéniques de 307 tonnes chacun conservent ce liquide glacial même sous le soleil brûlant des Caraïbes.
Détail méconnu, ces réservoirs n'ont pas été fabriqués en Finlande, mais soudés sur un chantier séparé à Rostock, en Allemagne, puis acheminés par barge à travers toute la mer Baltique jusqu'au chantier finlandais où la coque attendait déjà. Mieux encore, l'intégralité du compartiment moteur a été assemblée en un seul bloc flottant en Allemagne avant d'être glissé dans la coque comme un tiroir. Résultat, une combustion environ 20% plus propre que le carburant maritime classique, avec des émissions de soufre quasiment nulles. Et le plus surprenant ne réside pas dans ce que ces moteurs brûlent, mais dans ce qu'ils rejettent. La plupart des navires envoient la chaleur des gaz d'échappement directement à l'océan, des centaines de degrés d'énergie pure gaspillés sans que personne ne s'en soucie. Les ingénieurs de l'Icon ont vu les choses autrement et ont capturé cette chaleur pour accomplir 4 tâches d'affilée. Transformer l'eau de mer en eau potable, chauffer les piscines, laver le linge et faire bouillir l'eau des pâtes que le chef prépare 3 ponts au-dessus. Une seule source de chaleur, 4 usages, pas une goutte de carburant gaspillé. Autre casse-tête que personne n'attend sur un paquebot, que faire des déchets en plein milieu de l'océan, à 3 jours de la décharge la plus proche? L'Icon récupère les restes du dîner de la veille, emballage, tout ce que les passagers ont jeté, et les place dans une chambre fermée, chauffée sans oxygène, jusqu'à décomposition en gaz combustible, réinjecté directement dans le réseau électrique du navire. Le procédé s'appelle pyrolyse micro-ondes. En clair, un générateur qui carbure aux poubelles. Une première mondiale sur un navire. Moteur, récupération de chaleur, générateur à déchets, tout converge vers un seul et même réseau électrique. Et quelqu'un doit maintenir cet équilibre 24 heures sur 24. Au fond de la coque, dans une pièce sans fenêtre, un chef mécanicien n'a jamais le droit de relâcher son attention. Trop de puissance vers la climatisation et le navire ralentit. Trop de vitesse et les passagers suent sous le soleil caribéen. Une bataille permanente, invisible pour tous ceux qui, 20 ponts plus haut, hésitent entre transat et cocktail. Toute cette puissance doit bien aller quelque part, et elle file sous la coque, là où se cache le tour de magie qui laisse les remorqueurs portuaires sans travail. Ce navire n'a aucun gouvernail, absolument aucun. Et pourtant, 365 mètres d'acier parviennent à pivoter sur eux-mêmes dans leur propre longueur, à l'intérieur d'un port exigu. 3 unités ABB Azipod rendent cela possible. Chacune un moteur électrique scellé dans une capsule suspendue sous la coque, directement dans l'eau. Le moteur est relié directement à l'hélice, sans arbre traversant la coque, sans boîte de vitesse. Rien entre le moteur et l'eau, à part la poussée pure. 20 MW par capsule, chacune pivotant sur 360 degrés. Ajoutez 5 propulseurs d'étrave de 4,8 MW chacun, et le capitaine gare ce mastodonte comme une simple berline, le glissant latéralement contre le quai, pendant que les capitaines de remorqueurs, sur le port, se demandent pourquoi ils ont même pris la mer. Reste la question la plus vertigineuse de toutes. Comment un tel poids flotte-t-il seulement? Prenez tout l'acier de ce navire, compressez-le en un seul bloc, jetez-le à l'eau, il coule instantanément, l'acier pesant environ 8 fois plus que l'eau. La réponse tient en un mot. Le vide. Ce ne sont pas 1000 tonnes pleines, mais 1000 compartiments scellés, remplis en grande partie d'air, cabines, couloirs, salles des machines. La coque déplace plus d'eau qu'elle ne pèse elle-même, et cette eau déplacée pousse vers le haut en retour. Archimède l'a compris dans sa baignoire, il y a 2200 ans. Les ingénieurs finlandais ont simplement appliqué cette découverte à l'échelle d'un objet plus long que la tour Eiffel. Pendant que des centaines de passagers se pressent au bastingage pour admirer le coucher de soleil, le navire corrige déjà leur poids avant même qu'ils n'atteignent la rambarde. Chaque vague, chaque rafale de vent, chaque fois que 3000 personnes se ruent sur un même côté pour photographier l'horizon, le centre de gravité se déplace. Des dizaines de ballasts répondent avec une force brute, pompant des milliers de tonnes d'eau de mer entre les compartiments plus vite que l'océan ne peut déséquilibrer le navire. Pour les vagues plus violentes et les tempêtes, des stabilisateurs, de véritables ailes sous-marines géantes, se déploient depuis la coque, pivotant des milliers de fois par minute selon les données de gyroscope, générant une portance opposée à chaque roulis. Tout cela coûte une fortune folle, et la majeure partie des 2 milliards de dollars a été investie précisément dans ce que personne ne voit jamais. Les chiffres du premier trimestre 2025 expliquent pourquoi. Chaque passager rapporte en moyenne 280 $ et 45 cents par jour, dont 91 $ 15 cents dépensés directement à bord. Multipliez cela par 5500 passagers, 7 jours, 52 semaines par an depuis Miami, et l'on comprend rapidement pourquoi quelqu'un a signé un chèque de 2 milliards de dollars. Et c'est justement pour ça que la compagnie a déjà commandé 4 navires supplémentaires de cette classe, prévus jusqu'en 2028. Ce n'est plus une flotte, c'est une armada. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette prouesse d'ingénierie cachée sous le luxe apparent, et retrouvez juste ici nos précédentes plongées dans l'univers des plus riches de la planète. Même la forme de la proue travaille pour 2 objectifs à la fois. Pour la première fois sur un paquebot de croisière, une proue parabolique remplace le traditionnel bulbe arrondi, fendant les vagues plus en douceur tout en réduisant la consommation de carburant.
Mais rien de tout cela ne vaut quoi que ce soit si les personnes à bord ne peuvent pas boire, manger, respirer et évacuer en cas de danger. À 3 jours de Miami, l'hôpital le plus proche est un hélicoptère, à condition que la météo le permette. Alors, des usines de dessalement transforment l'eau de mer en eau potable en continu, une véritable clinique complète avec bloc opératoire fonctionne sous les ponts passagers et une brigade de pompiers veille sur chaque étage, prête à intervenir à la seconde où les capteurs détectent la moindre fumée. Tout cela coûte une fortune folle, et la majeure partie des 2 milliards de dollars a été investie précisément dans ce que personne ne voit jamais. Les chiffres du premier trimestre 2025 expliquent pourquoi. Chaque passager rapporte en moyenne 280 dollars et 45 cents par jour, dont 91 dollars 15 cents dépensés directement à bord. Multipliez cela par 5500 passagers, 7 jours, 52 semaines par an depuis Miami, et l'on comprend rapidement pourquoi quelqu'un a signé un chèque de 2 milliards de dollars. Et c'est justement pour ça que la compagnie a déjà commandé 4 navires supplémentaires de cette classe, prévus jusqu'en 2028. Ce n'est plus une flotte, c'est une armada. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette prouesse d'ingénierie cachée sous le luxe apparent, et retrouvez juste ici nos précédentes plongées dans l'univers des plus riches de la planète.